Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de commencer, je tiens à vous remercier sincèrement de me donner la parole aujourd'hui et de permettre à la voix des victimes et plus particulièrement à travers moi, celle des enfants, d'être entendue dans un espace aussi précieux de réflexion et d'échange. Donc, je suis Hajer Ben Awissi. J'ai été victime blessée physiquement à l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, mais surtout maman d'une enfant victime de ce terrible drame et présidente fondatrice de l'association Une Voix des enfants, Une Voix VOIE, le chemin, on cherche un chemin pour des enfants victimes, que j'ai créé du coup pour ces enfants nombreux à Nice qui ont été victimes de cet acte terroriste et de ce choc post-traumatique lourd. Si je m'exprime devant vous aujourd'hui, ce n'est pas en tant que juriste, en tant que médecin, mais en tant que maman d'une enfant victime rescapée, en tant que survivante moi-même et en tant que témoin et accompagnatrice d'enfants victimes du coup de terrorisme, vous l'avez compris. Donc j'ai eu connaissance il n'y a pas longtemps de ce colloque assez tardivement et j'ai pas beaucoup préparé cette intervention. Mais je tenais à la faire parce que je crois profondément que la rencontre entre le monde du vécu et celui de la recherche, du soin, du droit, je crois que ces rencontres pluridisciplinaires, elles sont essentielles. Ce que je vais partager avec vous, c'est juste une parole sincère, mais portée par l'expérience du réel, celle que nous vivons, nous, parents et enfants, depuis ce 14 juillet 2016. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'apporter un éclairage humain et concret à votre réflexion d'experts, de soignants, de chercheurs, de juristes, pour qu'ensemble nous puissions continuer à faire évoluer la prise en charge et l'accompagnement des enfants traumatisés. Le 14 juillet 2016, c'est pour nous, parents et proches de victimes, le début d'une autre vie, plus dure, plus sombre, plus douloureuse, souvent insupportable. Ce jour funeste nous a fait basculer dans une réalité que personne n'était préparé à vivre et qui a profondément marqué nos enfants. L'attentat de Nice, vous l'avez compris, a plusieurs particularités. C'est la première fois que des enfants en masse sont touchés dans un acte terroriste en France et en Europe. Il a touché massivement, du coup, des enfants physiquement, psychologiquement et jusqu'à la mort pour beaucoup trop d'entre eux. Il a visé des familles entières. Nous étions tous avec nos enfants sur la promenade des Anglais pour aller les emmener voir le feu d'artifice et faire la fête avec nos parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Et l'objet aussi était particulier. Un camion, un objet du quotidien que l'on croise partout, à tous les coins de rue. On peut voir un camion, entendre son bruit, ce qui provoque encore aujourd'hui des reviviscences chez les enfants à la moindre vue d'un camion. Et puis, ces visions d'horreur, les corps écrasés par un 19 tonnes. C'est pas des visions normales. C'est pas un acte terroriste habituel auquel on pourrait s'attendre, enfin voir des corps écrasés. Personne n'est préparé à ça, et surtout pas les enfants. Ce soir-là, merci. Tout s'est effondré en une fraction de seconde. D'un moment de fête et d'insouciance, on a basculé dans un chaos total, un cauchemar qui hante toutes les nuits de nos enfants. Comme l'a dit Dr Battista lors de son témoignage au procès, il est impensable pour un enfant d'alterner si rapidement la joie, l'horreur et le visage effrayé de ses parents et des autres adultes autour de lui. Nos enfants ont vu la mort avec leurs yeux, entendu sa signification, senti son odeur. Certains ont été séparés de leurs parents, isolés parmi les corps blessés ou sans vie. D'autres ont perdu des proches sous leurs yeux ou ont eux-mêmes été blessés. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit plus haut, beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu. Aujourd'hui encore, de nombreux enfants sont suivis au CE2P, même si le dispositif s'essouffle, moins de rendez-vous, moins de moyens, alors que les besoins augmentent. Le CE2P, c'est le centre d'études, d'évaluation de psychotraumatisme. Comment ? De pédopsychiatrique ? Ah oui ? C'est les deux P. CE2P, ah oui, pédopsychiatrique et psychotraumatisme, pardon. Il n'a été créé que plus de 6 mois après l'attentat. Il a fallu attendre, du coup, plus de 6 mois
pour qu'on nous propose quelque chose qui pouvait nous aider à accompagner nos enfants qui étaient dans un tel choc post-traumatique. Plus de 8000 consultations ont été réalisées. La majorité des enfants souffrent de ce stress post-traumatique sévère. Les symptômes sont multiples et touchent toutes les sphères de leur vie. Troubles de l'anxiété, crises d'angoisse, sursauts, phobies spécifiques, comme la peur des camions et de tout bruit fort, les sirènes. On a vu hier avec l'expo du pompier combien il y avait de sirènes et combien il y avait de lumières bleues des secours. Et la simple vue de ces lumières et d'entendre ces sirènes, ça provoque des crises d'angoisse. Troubles psychosomatiques et pathologiques physiques, troubles alimentaires. On a beaucoup d'enfants qui sont devenus anorexiques, beaucoup boulémiques. Des migraines se développent, des diabètes liés au stress et beaucoup de troubles de sommeil qui, du coup, découlent sur la vie quotidienne. Troubles psychologiques graves avec des dépressions, des tendances suicidaires. De nombreux enfants, encore aujourd'hui, font des tentatives de suicide. J'en ai eu 2 dernièrement à l'association. 2 enfants qui ont fait des tentatives de suicide dans le mois qui vient de passer. Isolement social, agoraphobie, troubles du quotidien comme le refus d'aller à l'école, l'hypervigilance, la difficulté à se resociabiliser, l'impossibilité de prendre des transports en commun, donc des difficultés à se déplacer pour des choses quotidiennes normales. Comme l'a souligné le professeur Askenazi, certains enfants développent des pathologies qui nécessitent un accompagnement quotidien et pluridisciplinaire. Et les troubles ne disparaissent pas simplement avec le temps tout seul. 9 ans plus tard, les nuits restent agitées, les cauchemars omniprésents. Des enfants ont développé des pathologies, comme je viens de vous l'expliquer, et pour lesquelles il faut des traitements quotidiens. Et des reviviscences se déclenchent. Et moi, par exemple, hier, quand le pompier a passé les images, je n'étais pas prête à voir tout ça. Et j'ai eu des reviviscences, et j'ai eu des flashbacks, et j'ai passé une très dure journée hier et une très dure nuit cette nuit. Voilà. Mais cet attentat nous a impacté, nous aussi, les parents, et c'est voilà, donc la preuve hier avec moi. Ce qui nous empêche souvent d'adopter des attitudes réellement rassurantes. Nos enfants assistent à nos propres séquelles physiques et surtout psychologiques et en comprennent les causes, ce qui aggrave les leurs. Nous étions presque tous présents ce soir-là avec eux et nous avons vécu ce drame à leur côté. Nous avons cru les perdre sous nos yeux et eux ont cru nous perdre aussi. Il n'y a pas de mots pour expliquer le désarroi dans lequel nous sommes tous retrouvés et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Cette détresse était inédite et nous, parents blessés ou ayant perdu des proches, étions en état de choc traumatique sévère et avons dû nous occuper seuls de nos enfants meurtris. Il n'y avait pas de mode d'emploi, pas de précédent, pas d'aide adaptée au quotidien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même le CE2P a été créé que plus de 6 mois après. Durant toutes ces années, ça a été très difficile. Je vais partir de mon cas et longtemps j'ai culpabilisé parce que je voyais ma fille souffrir avec des crises, des phobies, des cauchemars. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Et je me demandais où j'avais échoué, comment ça se fait que je n'y arrivais pas. Et je me disais que c'était parce que j'avais été blessée et que ça m'empêchait de l'aider correctement. Souvent, on nous renvoie, malheureusement, certainement maladroitement, à cela. On m'a dit, ta fille est trop petite, elle va vite oublier. Elle est comme ça parce que tu es devenue trop protectrice. C'est toi qui as changé, c'est toi qui vas mal. Votre relation reflète tes problèmes aussi. Vous êtes des vases communicants. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'on entend. Mais ce n'est pas moi qui dors pas la nuit, qui fait des crises d'angoisse, qui n'arrive plus à aller à l'école, qui a développé des troubles phobiques, qui me fait dessus en voyant un camion, qui a dû remettre les couches pendant elle avait 4 ans, jusqu'à ses 11 ans, elle a remis les couches. Elle a pris la tétine jusqu'à cet été, elle avait 13 ans, donc elle a arrêté cet été. Qui vomit à l'idée de sortir de la maison. Qui me trouve nulle parce que j'ai peur de tout ou parce que je suis en décrochage scolaire, parce que nous, les adultes, on peut se mettre en arrêt de travail, on a nos diplômes, on a notre métier, puis on revient dès que ça va mieux. Eux, ils se mettent en arrêt d'école, ils peuvent pas en fait, ils décrochent et puis le programme scolaire continue, puis quand ils reviennent, ils sont plus du tout à la page, ils sont en échec scolaire. C'est ce qui s'est passé pour ma fille et maintenant elle est dans une école spécialisée, elle a arrêté l'école et finalement elle a réussi à reprendre dans une école spécialisée. Mais tout est tellement difficile à mettre en place et nous sommes obligés de
suivre des démarches administratives lourdes, n'est-ce pas Nathalie, qui m'aide beaucoup parce qu'elle sait à quel point c'est compliqué et à quel point, en fait, nous, quand on est victime d'attentats, on développe une phobie administrative quand ça concerne ces questions-là. Par exemple, mettre en place un PAI pour son enfant, pour raisons psychologiques, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment faire, et beaucoup d'écoles ne savaient pas comment faire à l'époque de l'attentat. Et ça a été très difficile. Les GEVASCO, pour que ce PAI se mette en place, pour qu'on ait droit à une AESH, pour phobie scolaire, ce qui n'est pas courant. Des auxiliaires de vie pour permettre aux parents de travailler, parce que si nos enfants restent à la maison, ils sont petits, puis ils ont des phobies, il faut bien qu'on reste avec eux. On ne peut pas se mettre en arrêt de travail indéfiniment. Tout le monde ne peut pas se mettre en télétravail. Les dossiers MDPH. Alors moi, j'ai découvert le dossier MDPH. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai mis 4 ans à faire valider le dossier MDPH de ma fille, parce qu'à chaque fois, il manquait une case qui n'était pas cochée. Ou voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. On n'est pas vraiment accompagné là-dessus. Le dossier ONAC-VG. Mais moi, le mien, c'est Nathalie qui l'a monté. Voilà. Et celui du fonds de garantie, voilà, c'est pareil. Le mien, c'était une juriste qui était à Montjoie à l'époque, qui me l'a démarré parce que je n'arrivais pas du tout à faire ça. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je fasse ça. Et heureusement qu'elle était là parce que je vois aujourd'hui l'importance de ces dossiers. Nos vies, étaient bouleversées, c'était une déflagration totale. Nos enfants ont des besoins nouveaux pour réussir à reprendre le cours d'une vie à peu près normale. Mais sans remplir tous ces dossiers qui sont complètement nouveaux pour nous, durs à admettre, parce qu'il faut déjà qu'on admette qu'on ne soit pas dans un déni, et administrativement très lourd surtout, eh bien tout reste compliqué. Et au fil du temps, grâce au groupe d'enfants, au CE2P, aux hommages, aux cérémonies, j'ai rencontré d'autres parents et compris que je n'étais pas seule. D'autres parents vivaient la même chose que moi. Leurs enfants subissaient de lourdes conséquences depuis l'attentat. Et comme moi, ils culpabilisaient en pensant que c'était eux qui font mal les choses. Parce qu'ils avaient été blessés ou parce qu'ils étaient trop traumatisés aussi. Les troubles que je voyais chez ma fille, je les retrouvais chez ses enfants que je rencontrais. En fait, ces enfants vivaient avec des séquelles handicapantes au quotidien, dues au choc post-traumatique, qui vivaient avec tout cela, sont très nombreux. Ces symptômes ne sont que des symptômes normaux, finalement, face à cette situation qui, elle, était anormale. C'est donc une vraie question, un vrai sujet, et il était temps de le traiter. On ne peut pas se résoudre, nous, en tant que parents, à nous dire qu'on ne peut rien faire d'autre. J'espère de tout mon cœur, vraiment, que les enfants, un jour, retrouveront le bonheur de vivre. Vraiment. Et c'est dans ce contexte que j'ai créé cette association portée par l'énergie d'autres parents. Donc cette association qui s'appelle Une voix des enfants. Notre mission, accompagner les enfants victimes d'attentats et de chocs post-traumatiques graves, défendre leurs droits notamment en passant par la reconnaissance légale des séquelles de chocs post-traumatiques comme handicap réel, parce qu'aujourd'hui, le psychotraumatisme est reconnu dans la loi, mais pas les conséquences du psychotraumatisme. Et donc, à partir du moment où ça ne rentre pas dans des cases, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de prise en charge prévue pour améliorer les conditions de prise en charge en relayant auprès des pouvoirs publics pour défendre les besoins des enfants et des familles, en travaillant avec les différentes institutions, organismes, avec la délégation interministérielle de l'aide aux victimes, avec l'ONAC-VG, avec le fonds de garantie avec qui on a travaillé sur des modules qui ont pu faire évoluer les choses, notamment sur la prise en charge en nature. Le programme phare qu'a monté le fonds de garantie il n'y a pas longtemps. Et je les remercie, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais d'avoir procédé à cette évolution. Parce qu'on a enfin compris que ce n'est pas aux 18 ans de l'enfant, parce que quand on consolide un enfant, on lui donne une enveloppe, aux 18 ans, il peut utiliser cette enveloppe. Mais nous, c'est aujourd'hui qu'on a besoin que nos enfants aient des soins, que nos enfants puissent avoir des possibilités, par exemple, d'aller dans une école spécialisée qui coûte cher, puissent avoir peut-être de l'art-thérapie, ça coûte cher, tout ça. Et donc cette prise en charge en nature, elle permet ça aujourd'hui quand c'est bien sûr prouvé que c'est un besoin pour l'enfant pour qu'il se reconstruise. Ça, c'est un exemple.
avec un accompagnement pluridisciplinaire avec l'Éducation nationale, avec qui on a créé un partenariat quand les enfants sont absents, pour que les enseignants puissent avoir ne serait-ce que de la bienveillance, leur envoyer les cours, reporter le contrôle, enfin ce qui n'était pas du tout possible, ou peut-être juste prévenir quand il y a des alertes. Il y a des alertes tout le temps dans les écoles d'exercice. Et quand on ne nous prévient pas, les enfants refont des crises et ne vont plus à l'école pendant 1 mois, pendant 3 semaines, des fois pendant 2 mois, des fois ils vont plus à l'école jusqu'à la fin de l'année, juste parce que l'alerte a refait faire un flashback de l'attentat. Donc voilà, avec les juristes, avec les formations à l'ENM, ça a été abordé hier. Les créations d'espaces de dialogue, d'expression, avec des ateliers d'art-thérapie, de sophrologie. Nous avons réussi à avoir des locaux sur Nice, donc, qui font près de 100 mètres carrés. Nous avons plusieurs espaces où on peut mettre en place ça. Tout à l'heure, je vous montrerai des photos et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe concrètement. Des activités sportives, des cercles de parole qu'on met en place avec l'aide de professeur Askenazi, qui est la pédopsychiatre en chef de tout ce qui est pédopsychiatrie de l'enfance et de l'adolescent de Nice, des Alpes-Maritimes, et qui gère aussi ce centre du CE2P qui a été créé. Donc qui vient à l'association et avec qui on fait ces groupes de parole. On a préparé les enfants avant le procès, justement, à leur témoignage avec les psychologues du CE2P. De la sensibilisation, de la prévention contre la radicalisation, de la sensibilisation à la citoyenneté, que je fais de temps en temps avec l'AFVT, l'Association nationale de victimes d'actes de terrorisme, et la PJJ de Grasse, notamment, avec des jeunes qui sont sous le coup de mesures du parquet, en partant du témoignage et en sensibilisant. Et par la transmission à la mémoire, en participant et en étant acteurs nous-mêmes des commémorations, des hommages, et en tant que membre aussi du comité de pilotage, et j'espère que ça va bien voir le jour, du Musée mémorial national du terrorisme en création. Nous savons, à travers des études comme l'étude 14-7 que le CE2P est en train de mettre en place, et les témoignages des médecins, que les séquelles sont durables. Donc l'étude, elle est sur Internet. Un livre a été écrit par professeur Askenazi, justement, qui reprend toute cette expérience avec ses études. Qu'un tiers des enfants conservera des séquelles jusqu'à l'âge adulte. Même avec des soins, c'est ça, en pensant que c'est avec des soins. 695 enfants participent à ce programme de recherche de pédopsychiatrie qui durera jusqu'à leurs 25 ans pour comprendre et améliorer leur prise en charge. Cette étude, c'est très bien. Il faut la faire, mais l'urgence est quotidienne pour nous. L'urgence, c'est maintenant. Les besoins d'accompagnement persistent et s'aggravent alors que les moyens se réduisent d'année en année, puisque même le CE2P, qui pendant 2 ans a été un centre de soins, aujourd'hui, il n'est plus qu'un centre en réalité d'études pour nos enfants. Et on arrive encore à faire suivre des enfants quand c'est vraiment des cas d'extrême urgence. Mais on aimerait que tous puissent avoir la chance d'avoir un accompagnement pour avoir une chance de se reconstruire. Chaque jour, nous devons nous battre pour que les enfants traumatisés ne soient pas laissés à eux-mêmes. Chaque jour est un combat, chaque jour où ils mettent leur petite combinaison de courage, ils sortent de la maison et vont à l'école. Pour nous, c'est un jour gagné. Alors j'y crois. Et c'est pour ça que j'ai créé l'association, parce que je pense que grâce à notre expérience et en travaillant avec les différents organismes, les différentes institutions, on peut faire avancer tout cela. Je suis un peu dans cette philosophie d'Albert Camus qui dit « Au milieu de l'hiver », j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. C'est cette résilience que nous voulons pour nos enfants. Et cette conviction guidera notre action. Pour conclure, je souhaite insister sur l'importance de travailler main dans la main, de manière pluridisciplinaire, par la reconstruction. Car la reconstruction des enfants et des familles passe par la reconnaissance de leur souffrance, la mise en place d'accompagnements adaptés, l'ouverture des droits nécessaires à leur développement. Ce colloque avec des experts et des juristes, les organismes concernés, est une très bonne idée et je vous en remercie vraiment. Il nous permet de partager nos expériences, de diffuser les bonnes pratiques, d'améliorer collectivement le système pour que chaque enfant, chaque adulte puisse se reconstruire pleinement. Une société qui accompagne et soutient ses membres n'est pas malade. C'est une société qui fonctionne. Elle est résiliente, capable de se relever après l'horreur. Nos enfants ont survécu, nous avons survécu. Nous nous battrons pour eux, pour qu'ils puissent grandir, apprendre, jouer, rêver, retrouver un peu de leur enfance qui leur a été volée. Et ensemble, grâce à la coordination, la pluridisciplinarité, à laquelle moi aussi je crois, et à la mobilisation de toutes les compétences, nous pouvons leur offrir un avenir possible.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous montrer des photos maintenant de l'association pour que ce soit plus concret pour vous. Je vous ai préparé, bon, c'est un peu dans tous les sens. Je l'ai préparé rapidement. Alors, comment on passe de photo en photo ? Je crois que c'est pas bon. C'est pas le bon. À moins que je me sois trompée et que j'ai pris qu'une seule photo. Il est où le document ? Il est dans la clé. Ah, elle n'est plus à la clé. Elle n'est plus à la clé ? Ah oui. Tout en bas. Tout en bas. Ah non, mais non. C'est pas le bon document. Bon, je l'ai par mail, je ne sais pas si je peux vous l'envoyer, mais sinon je ne vais pas prendre plus de temps, c'est pas grave. Je vais vous montrer celle-ci, et voilà, c'est un exemple de sortie qu'on avait fait. J'ai pas tous les documents, je suis désolée, j'ai sur la clé. Bon, voilà, ça c'est une des sorties qu'on avait fait, par exemple. Il y a eu le musée éphémère du dinosaure qui est venu s'installer à Nice, et ces enfants qui ont du mal à sortir depuis l'attentat, quand on sort en groupe avec l'association, eh bien, ils se sentent un peu en sécurité. On a créé une cohésion de groupe, c'est dommage qu'on n'ait pas toutes les photos, mais on a créé une cohésion de groupe et vous aurez pu le voir sur tout le déroulé des photos que j'avais mis, qui fait que voilà, aujourd'hui, ils arrivent à sortir, on arrive à les emmener voir des matchs, on arrive à les emmener. Tant qu'on est en groupe, on a fait plein de choses. Je voulais vous montrer les locaux de l'association, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Et j'espère que ce colloque pourra se reproduire. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Et je vous remercie de votre écoute.